merci beaucoup d'être là et au LZTAB de nous avoir invités à présenter euh, les premiers algorithmes que on a partagés et qu'on va publier dans la bibliothèque d'algorithmes open source. Donc aujourd'hui, on va vous parler des contributions, des premières contributions à la communauté open source du projet DeepIST. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller vite sur les diapos. Ah oui, je prends le temps, ça marche. Ok, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça c'est est-ce qu'il y a un point? Non. Non. C'est voilà. Donc ça c'est un diagramme du programme organisé de dépistage des cancers du sein. Donc comme vous le voyez, les femmes entre 50 et 74 ans sont invitées tous les 2 ans à faire un dépistage chez un radiologue de leur choix. Donc ça, c'est le radiologue, il fait une évaluation du risque de cancer du sein et donc la mammo peut être positive ou négative. Si elle est positive, il y a une prise en charge rapide qui est censée faire des examens approfondis pour éviter un risque d'un décès avec un diagnostic précoce. Et dans le cas où il y a un mammo négative, il y a une deuxième lecture qui est faite par un radiologue expert qui évalue dans un deuxième temps la mammographie et donc il peut positiver la mammographie qui avait été initialement négative ou ça peut sinon elle reste négative. Et donc nous, dans le principe de notre projet, ça a été, donc on l'a fait en collaboration avec le Centre régional de dépistage de l'Occitanie. Donc nous, Epiconcept, on est une société privée et on a un logiciel qui pilote les programmes de dépistage. Donc on héberge pour les CRCDC des données de santé dont les mammographies et toutes les informations du programme de dépistage. Et donc avec le CRCDC, au moment du lancement du LZTAB, on s'était dit, ces données qu'on a, et c'est vrai qu'il y a une valeur scientifique, on va faire un projet de recherche pour évaluer l'impact de l'IA sur le programme de dépistage, dans quelle mesure l'IA peut apporter des bénéfices sur l'IA. C'est comme ça que le projet DeepIST est né. Et donc ça fait 2019, donc ça fait un petit moment depuis. Et on a avancé et donc aujourd'hui on va vous raconter au niveau des algos ce qu'on a produit pour le moment. Donc, de manière très synthétique, ici, on vous montre quel est le parcours qui font les données. Donc, on voit à gauche les données de dépistage, ces données tabulaires. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a le niveau de risque qui a été évalué par le dépistage sur la mammographie. Donc, on a donc les petites boîtes jaunes, c'est les outils, les algorithmes en open source qu'on va partager dans la bibliothèque. Donc, ça a été des problématiques. On est plutôt sur la partie des pré-traitements des données, des préparations de données. C'est des problématiques qui rencontrent les projets de recherche de manière récurrente. Donc, on a identifié ces briques, ces algos comme des éléments qui peuvent être partagés et potentiellement utiles à d'autres projets. Donc, il y a le données de dépistage qui contient les diagnostics des radiologues. Donc, il a fallu faire une extraction et une déidentification de ces informations. Ensuite, il y a les données du SNDS qu'on utilise aussi et les mammographies. Donc, ils passent aussi par une moulinette d'identification qui est basiquement, comme il s'agit des fichiers d'ICOM, c'est des données qui ont beaucoup de métadonnées sur la patiente, sur la machine, des détails sur l'examen. Donc, il y a des informations personnelles qu'il faut enlever. Et aussi, parfois, dans l'image, on peut trouver des textes qui peuvent potentiellement identifier des patients, surtout pour les échographies. Et donc, il fallait une moulinette pour produire des DICOM, mais qui soient vidés de ces éléments identifiants. Donc, on n'est pas ici sur la anonymisation, on est sur la pseudonymisation. Parce que après, ce qu'on fait, c'est qu'on va chaîner toutes ces données. Donc après, nos données, elles arrivent dans la plateforme technologique du LZTAB. Et donc, dessus, une fois les données dedans, en fait, on a une moulinette, c'est de celle-là où on va vous parler aujourd'hui, qui
permet l'extraction des variables à partir du SNDS. Donc, on a développé un moteur générique qui permet d'extraire des traces sur le SNDS, mais je ne vous spoile pas parce que c'est mes collègues ici qui vont vous parler de ça. Et ensuite, on reconstitue le parcours des femmes plus les facteurs de risque au sein du Health Data Hub. En parallèle, on fait la déidentification des images. On importe aussi des algorithmes IA open source qu'on trouve dans la littérature et comme résultat de certains challenges comme celui dont on vient de parler, mais de la mammographie. Et ensuite, dans l'espace projet, on va modifier les algorithmes, on va les adapter pour répondre à des questions sur l'identification de cancer de l'intervalle, la réduction des faux négatifs ou la prédiction des risques de cancer du sein. Et on va évaluer l'impact potentiel sur le programme de dépistage. Bon, ça c'est la présentation générale. Et maintenant, je vais laisser William vous expliquer l'outil qu'il a développé. Donc, merci Francisco. Bonjour à tous. Je vais vous parler du SNDS Kit, donc, qui est une bibliothèque logicielle en devenir qui se base sur un package Python qui est destiné à être réutilisable par la communauté scientifique lorsque l'on veut travailler avec le SNDS pour extraire les traces d'antécédents médicaux liés à une liste de patients donnés. Ce SNDS Kit se base sur un moteur générique, donc qui est une brique réutilisable du projet DeepPist. Ce moteur générique il fonctionne avec une liste de patients en entrée qu'on peut voir à gauche de la slide. On va ensuite définir une liste de variables ou de thématiques à laquelle on va associer différents codes. Donc ce sera des codes ICD, ATC et CCAM. Donc, pour parler simplement, ce sont des codes liés aux pathologies, aux traitements médicamenteux et aux actes médicaux, aux motifs de consultation qui vont être liés à nos variables. Donc, par exemple, pour la première ligne, ce seraient des codes en rapport avec tout ce qui est lié au tabagisme. Ensuite, on va avoir, pour les codes ICD, on voit qu'il y a une spécificité. On peut choisir le référentiel qu'on va vouloir aller consulter, donc la base de données qu'on va vouloir consulter dans le SNDS, avec par exemple, je vais pouvoir choisir si je veux aller chercher des informations dans la base de données des séjours en milieu hospitalier, des affections longue durée, des causes de décès ou des soins suite réadaptation. Le moteur générique, en sortie, on va retrouver donc un tableau assez simple avec sur chaque ligne, on va trouver une liste, un patient, et on aura autant de colonnes que de variables que l'on aura prédéfinies. Dans chaque cellule de ce tableau, on va avoir une ou des dates, selon ce que l'on aura choisi ici aussi. On peut choisir d'avoir la date la plus ancienne, c'est-à-dire la première fois que cet antécédent apparaît dans l'historique du patient, ou la date la plus récente au contraire, ou toutes les dates si on en a besoin. Et donc ici, c'est un schéma alors assez compliqué, mais je vais passer assez rapidement et on va faire simple. Le moteur générique il fonctionne en 3 étapes. La première étape, c'est une étape de pré-traitement qui se base sur les codes dont on a parlé à la première slide, donc les codes ATC, ICD, CCAM. On va filtrer les différents référentiels du SNDS et on va retenir que les enregistrements avec les codes qui nous intéressent. Cette première étape va produire des fichiers intermédiaires sur lesquels on va pouvoir se baser pour ensuite calculer les variables que l'on aura prédéfinies. Et c'est à l'étape de calcul des variables, on va cette fois-ci utiliser la liste des patients que l'on aura donné en entrée également. Et on va obtenir le tableau qu'on a vu à la slide précédente. Il ne nous restera plus qu'à l'ajouter au dataset, donc dans le cadre de notre étude au dataset DeepPist, ou à tout autre dataset, puisque cette brique est destinée à être réutilisable. Allô ? Oui, juste un commentaire par rapport à ça. Donc, l'avantage de ce petit logiciel, cette brique logicielle, c'est que ça permet de faciliter et d'éviter aux futures équipes de recherche qui pourront l'utiliser de passer par cette complexité. On entend toujours que l'accès au SNDS et l'exploitation du SNDS est complètement invivable et que ça demande énormément de compétences. Et donc, nous, notre objectif, c'est que pour certains cas d'usage qui correspondent à ce qu'on a fait nous, qui essaie d'identifier des traces par rapport à des codes,
les équipes n'aient pas besoin d'aller regarder et comprendre tous ces tables qui sont séparées par année, qui sont énormes, et qui puissent juste mettre, simplifier. Donc, on configure le tableau qu'on a vu au début, quelles sont les variables, quels sont les codes qu'on cherche, et après, simplement avoir les résultats, donc permettre de gagner du temps dans la réalisation de la recherche. Je vais maintenant laisser Emilien nous présenter l'usage du moteur générique donc dans l'étude d'IPIST. Ouais, je vais vous présenter un exemple d'utilisation du moteur générique dans le cas d'une évaluation des performances du programme de dépistage en Occitanie. Voilà. Donc en fait, comme il a été déjà dit un peu, je crois, pendant la présentation sur TissueNet, quand on cherche à évaluer les performances d'un algorithme, en fait, on évalue les performances d'un algo par rapport à ce qu'on estime être la vérité. Dans le cadre d'un programme de dépistage, la question est vraiment pertinente parce qu'en fait, donc là, le schéma, ouais, il n'y a pas de pointeur. Bon, en fait, quand un dépistage du cancer du sein est positif, le programme de dépistage, généralement, propose des examens complémentaires ou bien de la surveillance quand c'est un cancer qui est suspecté, mais pas trop non plus. Voilà, la classification ACR de niveau 3, il propose une surveillance à 6 mois. Mais en gros, quand il y a un dépistage qui est positif du cancer du sein, généralement, le programme de dépistage, via les examens complémentaires ou la surveillance, a la possibilité, c'est pas fait systématiquement, mais ils ont la possibilité de récupérer les résultats des examens complémentaires. Et donc c'est la case jaune en bas à droite là, et d'identifier en fait le cancer eux-mêmes. Donc dans les données du dépistage en Occitanie auquel on a accès via le partenariat avec les CRCDC, en fait on a la trace des cancers qui ont été identifiés après un dépistage positif. Par contre, c'est plus compliqué quand soit le dépistage a été positif et vous voyez la flèche vers la gauche, là, résultat non récupéré. Donc juste le coup de téléphone n'a pas donné lieu à une collecte des résultats parce que la patiente ne souhaite pas dire ce qui s'est passé ou bien parce que juste l'examen complémentaire n'a pas été réalisé. Ça, ce n'est pas la responsabilité du programme de dépistage. Ou bien tout simplement quand le dépistage a été négatif, à la double lecture, la conclusion c'est négatif, c'est rendez-vous dans 2 ans, quoi. Donc en fait, dans ce cas-là, quid d'un cancer éventuel qui surviendrait dans l'intervalle? Et justement, c'est la bonne question. Et ce que font beaucoup d'études en Allemagne, les études de référence qu'utilisent les lignes guides européennes, c'est une étude danoise, ils font un croisement avec les registres de cancer qui sont bien établis. En France, les registres de cancer, comme le pointe le rapport du 7 juin 2023 du Sénat, qui vise à établir des registres de cancer nationaux, il souligne bien qu'ils sont difficiles à mobiliser parce qu'ils sont sont déjà pas forcément établis en routine dans l'ensemble des régions. Pour le cancer du sein, si je me souviens bien, en Côte d'Or, il y a un bon registre des cancers, mais ailleurs, je crois qu'aux HCL aussi, ils en ont des bons, mais sinon, c'est pas si courant que ça d'avoir des registres de cancer du sein bien tenus sur l'ensemble du territoire. En Occitanie, en tout cas, il n'y en a pas qui permettraient de croiser avec l'ensemble de la population dépistée. Donc notre approche, c'est de croiser plus tôt et d'essayer de voir ce que donnerait un suivi non pas via les registres de cancer du sein pour l'identification des cancers, mais un registre via le SNDS. Et donc, voilà, pour cela, on va en fait identifier les cancers via le SNDS avec le moteur générique. Et on va s'intéresser à 3 types d'identification du cancer. D'abord, les diagnostics qui auraient été posés dans le cadre d'un séjour hospitalier ou qui auraient été relevés lors d'une cause de décès, les chirurgies, les traces de chirurgie dans le SNDS, ou aussi les inscriptions aux affections longue durée. Et ça peut donner lieu à une identification d'un cancer. Je reviens après un peu plus en détail sur comment on utilise le moteur générique pour cette tâche d'identification. L'avantage déjà d'emblée de cette méthode, c'est qu'elle est généralisable vu que le SNDS couvre à peu près toute la population. Et que voilà, en plus, ça vient pallier les difficultés de suivi et la rareté des registres pour effectuer ce suivi.
Donc là, c'est juste un zoom sur la petite partie qu'on voyait précédemment, sur comment on identifie dans le SNDS sous 24 mois après un dépistage un cancer. Et donc, on a réfléchi, hein, on a fait ce qu'on a pu, j'expliquerai pourquoi après. Pour l'instant, notre manière d'identifier les cancers, c'est de rechercher donc, des codes de pathologie qui correspondent à une tumeur maligne du sein ou un DCIS, un carcinome, ou pas forcément ductal, mais carcinome in situ. Et ça, posé lors d'un diagnostic hospitalier ou dans le CEPI-DC quand c'est une cause de décès. Ça, c'est une première manière quand on voit qu'il y a un diagnostic hospitalier pour cancer du sein ou une cause de décès pour cancer du sein, bah, y a cancer du sein. Deuxième manière, c'est de voir les inscriptions aux ALD. Donc, quand une patiente est inscrite pour un remboursement total aux ALD, il y a quand même des chances qu'il y ait un cancer du sein derrière. Et les chirurgies qui sont liées donc au cancer du sein. Voilà. Et donc pour ça, on utilise des codes CCAM. Et tous ces codes, que ce soit les codes ICD ou les codes CCAM, sont requêtés dans le SNDS via le moteur générique. Voilà. Alors, oui, la slide précédente, dernier commentaire, on aurait pu aussi, et voilà, s'il y a la question qui se pose, on aurait pu utiliser les chimios, les radiothérapies. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que les zones topologiques d'administration des chimios et de radiothérapie ne sont pas spécifiées dans le SNDS. On n'a pas cette trace-là. Et donc, en fait, on ne peut pas savoir si une molécule de chimio a été donnée pour cancer du sein ou pour un autre type de cancer. Donc, on voulait vraiment avoir des critères d'identification qui soient, disons, certains, quoi. Donc, on s'est contenté pour l'instant de ces critères-là, ce qui fait qu'on a peut-être une estimation. On pourrait peut-être identifier un tantinet plus de cancer. Voilà. Donc, les résultats qu'on obtient, c'est qu'en fait, donc là, on voit sensibilité, spécificité, VPP, taux de détection du cancer, taux de cancer de l'intervalle. Pour les 4 premières métriques, on voit avec et sans le SNDS. Donc on voit que globalement, en fait, on perd pas mal de sensibilité, enfin plutôt, on en gagne, ça dépend de comment on voit les choses, mais on identifie plus de cancers avec le SNDS et donc la sensibilité perd en gros 26 points, quoi. Donc ça colle avec ce qu'on observe dans la littérature. 70% en sensibilité, c'est ce que les études basées sur les registres de cancer observent aussi. La valeur prédictive positive est un petit peu plus élevée. Donc ça veut dire qu'en fait, cette augmentation de la VPP en rajoutant les cancers SNDS, ça peut s'interpréter comme, en fait, ils n'arrivent pas à récupérer des résultats de mammographie positifs qui après se trouvent être quand même des vrais cas de cancer. On a un taux de détection des cancers qui est 2 fois plus élevé quand même en incluant les cancers du SNDS qu'en prenant seulement les données du dépistage. Et surtout, en fait, les 3 dernières métriques ne sont pas calculables en l'état sans le croisement avec le SNDS, puisque les cancers de l'intervalle, qui sont des faux négatifs, ne peuvent pas être identifiés, puisque le dépistage ne suit pas les patientes après un... Voilà, c'est rendez-vous dans 2 ans. Vous pouvez reparticiper à partir de dans 2 ans. Voilà. Donc on a des taux de cancer de l'intervalle qui sont pareils dans les lignes guides européennes de moins de 30% première année, moins de 50% deuxième année, et qui sont en ligne avec la littérature sur 0,24 mois, autour de 17%. Voilà. Et je crois que... Et donc, peut-être un petit commentaire final, c'est que donc, si on n'avait pas fait ce travail, la base qu'on avait pour évaluer les algorithmes, elle aurait été inexploitable parce qu'on n'avait pas une vraie vision sur le suivi de patients. Maintenant qu'on arrive à identifier les cancers du sein et qu'on connaît exactement les faux positifs, vrais positifs et négatifs, on peut vraiment entraîner les algorithmes, passer à la prochaine étape de notre projet, qui est dont Emilien travaille déjà, et donc qui donnera aussi lieu à des algorithmes, cette fois-ci d'identification des risques et des classifications des mammographies, et qui seront sûrement aussi sur le catalogue. Voilà.